Alors bonjour à Ok. toutes et à tous. On arrive aujourd'hui sur un lancement des vidéos d'interview donc de l'AREF, donc l'AREF qui est l'association pour la recherche et les études francophones sur l'e-sport. Donc aujourd'hui lancement, toute première vidéo liée à cette thématique-là. Cette association-là, on l'a créée à plusieurs membres il y a de ça 3 ans, donc en 2018. Au début, on était 6 ou 8 membres, quelque chose comme ça. Donc, moi, je suis un des membres du début. Donc, Florian Lefebvre, docteur en STAPS à l'Université de Paris-Saclay sur les stratégies e-sport des clubs de football professionnels. Et donc, petit à petit, depuis 3 ans, on s'est étendu. Là, maintenant, on a un peu plus d'une trentaine de membres, tout simplement, dans notre asso. Et donc, on est très content aujourd'hui de lancer ce nouveau format qui a pour objectif de, du coup, donner à la parole à la fois à des acteurs de l'e-sport, donc comme Antoine aujourd'hui, qui est vraiment impliqué sur le terrain, puisqu'il est coach de la performance, mais aussi à des acteurs qui peuvent être impliqués dans la recherche, donc liés à l'e-sport dans tous les pays, on va dire, francophones. Donc que ça soit des étudiants ou étudiantes en master, des doctorants, doctorantes, ou des chercheurs, tout simplement, qui soient professeurs ou maîtres de conférences. Donc c'est vraiment, on se veut le plus accessible à tous. Et on espère que ça vous plaira. Donc comme c'est la toute première, faudra vraiment pas hésiter à tout simplement nous faire un retour. Donc voilà, donc je vais maintenant donner la parole donc à Antoine Dupuis, donc qui est avec nous, pour Bonjour à toutes et à te tous. demander tout simplement si tu pourrais te présenter en quelques mots et évoquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais à l'heure actuelle. Yes. Merci Flo pour l'invitation. Bah oui, moi je m'appelle Antoine Dupuis. Mon pseudo c'est Intensity. C'est le pseudo que j'utilise en tant que coach de la performance, même si je demande à mes joueurs de m'appeler Antoine pour qu'il y ait Ouais. un peu plus de proximité. Ce que je fais, enfin, je vais commencer par mon parcours plutôt. Oui, J'ai bien sûr. été étudiant en STAPS, diplômé d'un master STAPS IEAP, ingénierie et ergonomie des activités physiques. Et j'ai été diplômé en 2018 à l'université Savoie-Mont-Blanc sur Chambéry. Voilà, donc diplômé en 2018, donc des études de sport liées au sport, mais je me suis spécialisé lors de mon master de recherche, parce que j'ai fait un master recherche, dans la sédentarité et en particulier les troubles musculo-squelettiques et la prévention de ces troubles musculo-squelettiques. Ainsi, j'y ai vu une relation avec l'e-sport. Et moi, un de mes projets, le projet principal qui m'a mené ici, que ce soit, on en reparlera, mais Ouais. vers la REF ou même en tant que coach de la performance, c'est que je veux toujours faire un doctorat lié à la prévention des blessures et des douleurs dans l'e-sport, ainsi que l'optimisation de la performance. Pardon. Voilà. Et pour mener à bien ce projet, vu que j'avais pas l'opportunité d'aller en doctorat tout de suite, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une association. Comme vous pouvez le voir sur l'overlay, là, il y a le logo Nanti Ouais. Sport qui m'a accueilli et qui a compris le principe, ma démarche en fait, pour prévenir des blessures et optimiser la performance des joueurs et qui m'a gentiment accueilli. Et ça fait maintenant 2 ans et quelques mois, parce que ça date d'avril 2019, Ah oui, en effet. ma rentrée avec Nanti Sport. Voilà, après Nanti Sport, il y a eu en fait la REF. On en parlera juste après, mais j'y suis rentré en tant que membre en septembre ou en octobre 2020, je crois, quelque chose comme ça. Pendant ce temps, j'avais toujours mes projets avec Nanti Sport et d'autres choses, essayer de se créer un réseau sur Twitter et des choses comme ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une occasion avec une équipe Rainbow Six Siege qui s'appelle Deathrow et avec qui je travaille encore en ce moment, comme Nanti Sport d'ailleurs,
J'ai commencé avec l'équipe académique en mai et là, le projet avec l'équipe pro se met en place en ce moment même. Donc voilà, ce sera ma première expérience avec une équipe professionnelle, même si je dénigre pas le niveau amateur, bien sûr, parce Ouais. que j'ai joué avec des... J'ai joué, pardon. Non, je n'ai pas le niveau pour jouer Ouais. avec eux, mais j'ai travaillé avec des joueurs de haut niveau, même chez Nanti Sport, bien que ce soit une association amateur. Et puis, très récemment aussi, je me suis engagé, j'ai proposé mes services à Women in Games France pour l'incubateur e-sportif en particulier, même si je leur ai dit que ça me enfin, j'aurais plaisir à intervenir auprès des autres personnes qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo chez Women in Games pour justement donner des conseils pour améliorer leur santé, en tout cas penser à leur santé et même leur performance au travail comme dans l'e-sport. Voilà. Bah, déjà, ça fait une bonne première présentation, quoi, si je peux dire. Ce que, ce qui est, Pardon, à t'as oublié le côté, ce que lobby, j'ai pas peut-être, dit, aussi. désolé Flo, Ouais. c'est que je suis auto-entrepreneur avec auto-entrepreneur d'un côté, je suis en partenariat avec le lobby, Ah oui. Ouais. donc ça c'est mon réel travail du moment, on va dire, même si bien sûr que Destro et Nantisport ainsi que Women in Games me prennent, c'est du travail aussi. Mais là, il y a une vraie association réelle où je me suis fait recruter. En fait, c'est juste ça le délire. Et le lobby qui est un incubateur e-sportif, en fait. Donc, en ligne plutôt. Donc, D'accord. voilà, de Ouais. plusieurs projets avec eux. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais vu que pour l'instant, j'ai pas vraiment de revenus, j'ai aussi un travail à côté qui me permet de vivre et de payer mes factures. Oui, Voilà. bah ça peut se comprendre, forcément, hein, c'est sûr, hein. Obligé de s'adapter. Ouais. Bah oui, c'est sûr. En tout cas, ce qui est déjà assez intéressant, je trouve, avec ton profil pour le moment, c'est, comme beaucoup de personnes, je dirais, on voit une certaine attache au monde associatif. Tu l'as dit un petit peu au tout début, quand tu as parlé de Nanti Sport, avant d'avoir Desro qui, pour le coup, possède une équipe pro, hein, si j'ai bien compris, tu disais sur C'est Rainbow ça. Six. Ça, c'est déjà quelque chose, on aura peut-être un petit peu l'occasion d'en reparler dans les questions plus tard dans l'interview, Ouais. mais que je trouve intéressant parce que ça montre que c'est pas parce qu'on vient de finir son master qu'il faut des fois mettre de côté le monde associatif, quoi. Ça peut rester intéressant d'avoir un petit peu les deux, et au contraire, c'est aussi peut-être un terrain d'apprentissage. Donc, il y a un petit peu ça, quoi. On est d'accord, on Ouais. pourra en reparler comme tu dis, mais oui, c'est clair que c'est formateur et bon, que en plus, dans l'e-sport étant encore une niche, même si on en entend beaucoup parler, y a pas encore, en tout cas, pas mal d'équipes n'ont pas les moyens de rémunérer, mais c'est Ouais, pas c'est pour ça. ça qu'il faut bloquer, comment dire, l'occasion de se bloquer cette occasion d'aller travailler avec une équipe. Bien sûr, vous allez me dire c'est du travail gratuit. Ben oui, c'est bénévole, on est d'accord. Ouais. Mais ça apporte tellement, en fait, que ce soit dans l'expérience ou même c'est une aventure humaine. Hein, Oui, et bah oui, non, c'est clair. c'est C'est super clair. intéressant. Ouais. Donc, déjà, je pense là, on a fait un bon premier tour un peu sur ton parcours. Donc, est-ce que tu pourrais revenir plus précisément sur ce qui t'a fait connaître l'AREF et un petit peu d'après toi sur les principaux intérêts ou avantages à rejoindre l'AREF? Ouais, bien sûr. Bah, en fait, si je remonte au plus loin, quand j'ai eu l'idée de mon projet de thèse, j'ai entendu parler de Monsieur Nicolas Bézon. Oui. Et donc, je suis rentré en contact avec lui, je lui ai présenté un peu l'idée, une très vague idée, hein, il pourra vous en parler, Ouais. mais il m'a encouragé à continuer à peaufiner le dossier et tout ça. Et on est resté en contact et il m'a dit, mais si tu veux, Antoine, il y a une association, l'AREF, dans laquelle je suis et où on réunit toutes les personnes qui sont dans la recherche en France liées avec l'e-sport.
Et ben, dès que dès que j'ai eu l'occasion, ben, je suis devenu membre de la REF. Et ce que ça m'apporte, ben, en fait, c'est d'être toujours en lien avec la recherche, alors que moi, je suis pro. Ouais. Du coup, vu que enfin, mon projet de thèse est un peu de côté en ce moment, mais voilà. Étant pro, c'est vrai que j'avais plus trop de lien avec la recherche et je voulais garder ce lien. On en parlera parce que il y a pas mal d'informations qui ressortent des articles scientifiques et tout ça et de plein de chercheurs. Et je voulais pas quitter ce monde-là parce que je trouvais que oui, il y avait des interactions à garder et j'en apprends beaucoup. Et d'ailleurs, dans l'association, dans la REF, je côtoie plein d'autres chercheurs Oui, et étudiants de qui c'est j'apprends clair. Ouais. aussi, qui sont sur plusieurs thématiques. Il y en a qui peuvent être sur du droit, d'autres sur de la sociologie, de l'anthropologie, après de la psychologie, des sciences de la vie plutôt, avec de la physiologie et tout ça. Et c'est vrai que de côtoyer tout ce monde-là, ça te, comment dire, ça te tire vers le haut en fait, et ça te donne envie de continuer aussi de faire ça. Bah, effectivement, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé au début, mais très clairement, il y a un côté pluridisciplinaire, quoi, dans la ref, qui effectivement est assez sympa, quoi. Forcément, pour, on peut Les avoir un souci, interactions comme tu entre disais, les champs juridique ou disciplinaires sont psycho fous. ou autre, et derrière, on a tout de suite un avis. Donc, ça, là-dessus, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et ce que tu disais aussi, euh, peut-être le côté se tenir informé sur les recherches, in fine, c'est aussi peut-être ce qui peut donner une petite valeur ajoutée à ta pratique, à ton métier, si je peux dire, de coach de la performance dans l'e-sport. Et donc ça me Ouais. permet aussi de faire assez naturellement la transition avec ma troisième question, qui serait de dire concrètement, à l'heure actuelle, en quoi va consister le métier de coach de la performance dans l'e-sport, d'après toi? Alors, c'est une question en vrai assez compliquée parce Oui, que, mais comme toutes les questions, hein, il y a plusieurs lectures, mais euh, le coach de la performance, c'est pas comme s'il y avait déjà des règles qui étaient mises en place où le coach de la performance doit faire ci, ça, ouais, et on ne sait pas encore. C'est quelque chose qui est arrivé récemment dans l'e-sport en tout cas. Et moi, ce que je dirais, mon rôle, c'est d'accompagner les joueurs dans leur vie quotidienne pour améliorer leur bien-être, qu'il soit mental comme physique, leur santé, mentale comme physique aussi, et leur performance, bien sûr, in fine, parce que ouais, sans la performance, il n'y a pas le crochet pour que les joueurs aient envie de nous écouter, en fait, forcément. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est être meilleur in-game oui, avant forcément. d'avoir une meilleure santé, où ils vont me dire oui, mais ça me sert à quoi dans mon jeu vidéo et tout ça. Et en fait, on peut allier les deux. Et donc voilà en quoi ça consiste globalement. Et en plus, le terme coach de la performance, comme j'ai pu le dire là, il réunit à peu près tout. C'est-à-dire qu'on est sur de la santé physique comme mentale. Donc, il y a encore une fois une pluridisciplinarité. Il faut, bien que je ne sois pas expert là-dedans, par exemple, il faut que je me renseigne sur la psychologie de la performance. Je n'ai Oui, pas la formation et je ne suis pas coach de la enfin, je ne suis pas, pardon, psychologue de la performance ou coach mental. Mais bien sûr que j'ai des notions là-dedans, même si voilà, c'est pas mon domaine. Ça m'intéresse et il faut que je m'y intéresse pour pouvoir renseigner les joueurs s'ils ont besoin de conseils là-dedans, ou au moins les orienter vers des personnes que je connais et qui sauront répondre. Et du coup, c'est là où la ref ouais. aussi compte beaucoup parce que ça fait un panel de gens à contacter si mes joueurs ont des questions. Et c'est pour ça que oui, on arrive bien à travailler en collaboration, quoi. Ah bah oui, non, c'est clair. Et, Ouais. ouais. Et puis plus précisément, coach de la performance, c'est des conseils, comme j'ai dit, sur les habitudes de vie. Donc ça peut paraître simple comme ça, mais juste mettre en place des pauses entre les parties, s'étirer, faire un échauffement avant de commencer,
un échauffement musculaire, pas forcément qu'un échauffement dans le jeu. Ouais. Faire attention, c'est un grand mot et c'est hyper générique ce que je vais dire. Faire attention à son sommeil, mais améliorer la qualité et la quantité de son sommeil s'il y a besoin d'améliorer de ce côté-là. Faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Bref, tout ça, plus le côté, comme j'ai dit, psycho de la performance, coaching mental. Et voilà, c'est ce que j'essaye d'apporter aux joueurs. Du coup, si je résume un petit peu tout ça, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça part aussi. Il y a un peu un constat de base qui est qu'il y a peut-être encore un peu un manque de soit de régulation ou de reconnaissance ou de professionnalisme. Je ne sais pas quel mot faudrait utiliser pour ça, mais par rapport à ce poste-là, je dirais. Après, il y a un second élément par rapport à ce que tu me dis. Moi, ça me fait penser à, en fait, quand on parle suivi de la performance, le suivi, il est vraiment holistique, quoi. C'est vraiment tout un tas de niveaux différents. Exactement. Et du coup, ce qui amène justement cette complexité de se dire, bah, in fine, on peut difficilement être spécialiste de tout, et donc faut être capable de s'entourer peut-être d'autres personnes qui vont pouvoir compléter sur bah, les parties où on peut être peut-être un petit peu moins à l'aise, un petit peu moins compétent, quoi. Donc il y a aussi ça Exactement. peut-être Il comme faut pas difficulté, quoi. hésiter à aller chercher l'information et comme tu l'as très bien dit, à s'entourer Ouais, parce que ben voilà, encore une fois, si on parle psychologie de la performance, moi je n'ai pas la formation et je vais pas donner de mauvaises ou de fausses informations à mes joueurs ouais, c'est ça. juste parce que ben voilà, je me définis comme coach de la performance. Non, il faut rester à sa place et voilà, aller demander conseil aux personnes qu'on connaît. Donc, c'est vrai que se créer un réseau, c'est assez important pour chapeauter cette grosse bulle de la performance et de la santé. Effectivement, ouais. Ouais. Et Et pour, je sais plus, la première chose que tu as dit, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de législation de coach de la performance, c'est quoi? Et, euh, et d'ailleurs, je crois que c'est plus sur la psychologie de la performance, je sais plus trop, mais je crois qu'Ismaël Pedrassa, ouais, qui est chercheur et coach chez Rogue. ouais, je sais pas comment on le prononce, mais c'est ça. Ouais, c'est Rogue en anglais, je crois, mais donc qui s'occupe de la performance, qu'elle soit physique comme mentale des joueurs, a sorti un papier assez récemment sur ce qui est attendu de la part d'un psychologue de la performance. Et je ne sais plus, mais je crois que c'était de la psychologie dont tu parlais plutôt, et pas du coach de la performance en général. Mais même là, il a bien défini quel profil était attendu dans l'e-sport en tout cas, pour aider les joueurs. Ouais. Mais ouais, donc ça se définit petit à petit et ouais, on va voir, on va finir par trouver le schéma idéal, je suppose, pour que tout ça fonctionne et que tout s'emboîte bien. Voilà, faire un joli Tetris qui fonctionne. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que cet exemple-là, il est assez intéressant parce que ça montre bah, comment aussi la recherche et le secteur plus professionnel, on va dire, bah, peuvent quand même travailler de manière assez synchronisée, quoi, on va dire. Donc Ouais. ça montre que c'est possible et que c'est peut-être même une des voies à développer, quoi, on va dire. Il y a peut-être même un petit peu Même ça, quoi. si on l'a vu rien qu'hier sur les réseaux sociaux, ça, il y a encore pas mal de réticences Ouais, dans le milieu, que ce soit chez les joueurs comme dans les staffs et tout ça. Euh, c'est vrai que quand on voit le modèle coréen qui a l'air de dominer oui, l'e-sport en général et qu'on connaît leur manière de travailler, c'est-à-dire que c'est beaucoup de ils appellent ça tryhard dans l'e-sport, donc le fait de continuer à jouer tout le temps, longtemps, tous les jours sans s'arrêter. Et on voit, il y a un niveau exceptionnel en Corée, et même les joueurs d'autres régions, que ce soit North America ou EU, West ou West, le diront que les joueurs coréens sont exceptionnels, en tout cas mécaniquement, au moins ouais. d'un point de vue mécanique. Mais est-ce que c'est le modèle qui va perdurer? Parce que on remarque qu'il y a vraiment pas mal de joueurs qui jouent dans les ligues coréennes
qui font des burn-out, qui ont beaucoup de stress, qui dorment très peu, qui se blessent à certains membres, certaines articulations. Et donc, c'est vrai que est-ce que on part sur un modèle où le joueur a 2-3 ans de durée de vie et il joue de manière exceptionnelle à 150% pendant 3 ans, mais après on le jette et on en prend un plus jeune? Ou est-ce qu'on se dit que on va créer une équipe qui est là pour durer 3, 5, 8, 10 ans avec des joueurs qui tiennent le choc et qui peut-être seront à 100% et pas à 150, mais ils le seront pendant 10 ans. Ouais, c'est Et ça. je suis Ouais. même sûr qu'on peut arriver à du 120-150% si on met en place tout ce qu'il faut. Donc, moi, je serais plus sur ce côté-là, bien sûr. Mais est-ce que c'est possible? On va essayer de le mettre en place. Ouais, je pense que c'est un peu une bonne analyse de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un peu plusieurs modèles qui s'affrontent, quoi. Et certains modèles qui, comme tu l'as dit, sont un peu, on va dire, la résultante de différentes cultures e-sportives, quoi. Il y a un petit peu ça, quoi. Et d'objectifs, ça peut-être qu'on aura l'occasion de le redire, mais d'objectifs stratégiques des structures qui sont pas forcément les mêmes. Entre ce que tu dis, une structure qui va dire, moi, mon objectif, il est sur la saison à venir et c'est tout, ou sur les 2 saisons à venir, et une autre qui va Ouais. dire, non, on a les moyens, parce que ça peut être aussi ça la limite, certaines n'ont pas les moyens de ne pas être Aussi. performantes dans 6 mois, dans un an par exemple, et d'autres peuvent avoir les moyens d'avoir une saison ou deux un peu en deçà, et de développer d'autres modèles économiques en parallèle, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a Ouais. peut-être un petit peu ça. C'est sûr qu'il y a des données. Si on analyse le système que du point de vue des joueurs et de leur santé et de leur bien-être, on va manquer des choses auxquelles il faut penser. Et c'est vrai que il y a un budget dans l'e-sport, il y a un budget par structure, et ça rentre dans l'équation. Ouais, Et c'est sûr. ça va être à la structure de pondérer et de mettre les coefficients dans l'équation. Mm. Donc moi, je pense que pendant longtemps, il va y avoir différentes gestions. On verra ce qui perdurera. Ouais, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira, ça c'est Ouais. sûr. Du coup, ça me permet de faire le lien avec la question suivante, qui serait de savoir un peu d'après toi, est-ce que tu as un peu connaissance des différentes personnes qui font déjà ce métier-là? Tu as donné l'exemple d'Ismaël Pedraza à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres exemples en France et à l'étranger qui sont un peu marquants ou qui se développent? Alors, en France, oui, je dirais qu'il y en a quelques-uns. Ce sera pas forcément coach de la performance, Ouais. mais en tout cas, il s'intéresse à pas mal de sujets et tout ça. Je dirais qu'il y a Clément Tillier chez GameWard, je crois, Ah qui est oui, ouais. plus axé nutrition et diététique, mais qui s'intéresse beaucoup à l'effet de l'activité physique et tout ça sur les performances et la santé. Il y a Yuen Rocambois qui est aussi membre de la REF, qui est Ouais. plus sur un aspect psycho, lui, de la performance. J'ai un collègue chez Nanti Sport son pseudo est Kevin et qui fait de la psycho de la performance aussi. Euh, Après, dans les structures euh, françaises, bien sûr, Vitality avec Neo qui a mis en place une collaboration et du coup qui a fait venir son Mathieu Péché et son Oui. collègue qui sont champions olympiques. J'ai peur de me tromper. Du coup, c'est pas kayak, je sais plus. Ouais, là j'avoue, j'ai un petit doute. Je sais plus exactement c'est Ouais. quel sport. Désolé Mathieu, my bad. Faudrait Mais revérifier. oui, donc Ouais. qui s'occupe de la performance. Mathieu Péché, je crois que c'est particulièrement du côté de Counter-Strike. Et son collègue, ce sera plus côté Rocket League et tout ça. Mais donc oui, Vitality, qui est le club e-sportif français, bien sûr qu'on va citer la CACORP aussi, mais Oui. qui est le club e-sportif français par excellence, en fait, à l'international en tout cas, même si Solari performe, la CACORP bien sûr performe aussi, mais c'est eux qui ont mis en place en premier des coachs liés à la santé, à la performance des joueurs. Ouais, donc ça reste quand même Et un bon puis, signal, quoi.
quand tu as des Ouais. équipes comme ça Et qui puis à commencent. l'international, il y a des entreprises, bien sûr qu'aux États-Unis, il se passe plein de choses, Oui, en Europe aussi. J'avoue qu'en Corée, enfin, l'Asie, je connais pas trop, mais oui, aux États-Unis, il y a toute l'équipe de One HP, de One Health Providence, avec Matthew Wu, Caitlin McGee et tous leurs collègues. Il y a Lindsay Milioré, euh, pardon, de Joan DiFrancisco Donoghue, Seth Jenny, toutes ces personnes-là qui sont en lien, encore une fois, santé, performance dans l'e-sport et même bien plus. Et en Europe, il y a toute la structure G-Science, qui est une structure d'accord. UK, et bien sûr Mad Lions, Ouais. avec qui a le même poste que Ismail Pedrassa chez Rogue. C'est Martina Kubric, je crois. D'accord. J'espère ne pas me tromper, mais bref, il y Mad a de plus Lions, en c'est la plus, en tout cas, structure de espagnole, coachs non? de C'est ce bien genre. ça? Hmm. Ils sont espagnols, je sais plus. Mad Lions, non, Non, c'est pas ça? c'est une structure UK aussi. Ah, c'est Ouais, UK, d'accord. alors je sais pas si c'est anglais, je pense que c'est anglais. D'accord. De base, mais en revanche, Martina Kubric, elle est croate, je crois, Ah oui, d'origine. d'accord. Mais bon, voilà, donc il y a tous ces clubs. En fait, si on regarde par exemple la LEC, il y a en particulier Rogue, Mad Lions, Rogue avec Martina Kubric, pardon, Mad Lions avec Martina Ouais. Kubric, Rogue avec Ismail Pedrassa et leurs équipes, hein, parce qu'il y a du staff derrière aussi, et Excel eSport avec Fabian Broich. D'accord. Voilà. C'est, en tout cas, c'est ceux que j'ai notés dans le haut niveau en Europe qui participent activement au bien-être des joueurs en Ouais, général. ce qui est assez intéressant, c'est que là, ça montre que du coup, c'est pas l'initiative d'Ismaël Pedraza, elle est pas isolée et que ça commence à prendre un petit peu. Mm. J'avais cru voir quelque chose passer dans Astralis aussi, mais c'est peut-être Oh, bien c'est sûr, j'oublie Astralis, mais c'est le tout début justement du bien-être chez l'e-sportif. C'est Casper Witt, oui, qui est ouais, un c'est ça. ancien Ouais. gardien professionnel de handball de l'équipe du Danemark, si je ne me trompe pas. Et souvent, hein, il y a beaucoup de liens avec le Ouais. sport quand on parle de ce sujet-là. Et qui a mis en place chez Astralis c'est des choses, de la préparation physique, de la préparation mentale et tout ça. Et ils ont dominé la scène Counter-Strike, en tout cas, pendant une année et quelques où ils étaient invaincus Oui, et ouais, quand même. imbattables. Mm. Bah, c'est sûr que c'est Donc, pas négligeable. Ouais. Du coup, là, voilà. là, je pense que ça fait déjà un bon premier tour d'horizon, je dirais, sur ces thématiques-là. On va en venir un peu plus maintenant à des questions sur le cœur de tes missions d'abord et ensuite sur les compétences qu'il faut pour les réaliser, quoi, on va dire. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être démarrer par concrètement au quotidien, comment tu accompagnes les structures avec lesquelles tu travailles? Tu en as un tout petit peu parlé en parlant de la vision, je dirais, globale et holistique. Ouais. Là, ça serait comment, sur le plan opérationnel, tu mets ça en place, quoi. Ce que j'essaye de faire quand c'est possible, c'est de tester les joueurs au plus vite, que ce soit sur des tests cognitifs comme des tests physiques, D'accord. Ouais. pour voir où ils en sont physiquement et tout ça, pour mettre en place quelque chose de plus personnel aussi pour le joueur, parce que je ne vais pas leur demander de faire la même chose suivant comment ils tiennent leur souris, leur Oui. clavier, comment ils se placent, parce qu'il y a tout le côté ergonomique aussi. Enfin, ergonomique, c'est en tout cas le côté setup Setup du du joueur, joueur ouais. qui compte dans la préparation. Mais plus particulièrement, moi, je m'axe d'abord sur leur expliquer quelle est la démarche, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je peux leur apporter et essayer d'être en soutien à chaque fois qu'ils ont des questions sur un plan, que ce soit, comme je l'ai dit, le sommeil, la nutrition, même si je suis pas expert, mais heureusement, je connais d'autres experts Ouais. qui aident beaucoup.
Euh, le- L'activité physique, certains qui veulent se remettre au sport, d'autres qui comprennent que le sport, via certaines de mes interventions, parce que en gros, quand je dis que j'essaye de les sensibiliser, c'est que pendant, pendant 1 heure toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vais venir leur présenter ma démarche et pourquoi faire des pauses, ça va leur apporter. Ouais. Pourquoi l'activité physique régulière va leur apporter, l'activité physique spécifique aussi, et tout ce qui est en lien avec ça, la nutrition, le sommeil. Et voilà, donc ça fait plusieurs interventions déjà pour leur faire comprendre comment améliorer tous ces pans de leur habitude de vie, de leurs habitudes quotidiennes. Et puis, au-delà de ça, au-delà des tests, moi, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est mettre en place des protocoles. J'espère qu'un jour, j'y arriverai pour tester des choses derrière, émettre des hypothèses et répondre à des problématiques. Et puis, oui, voilà, c'est à peu près ce que je fais. J'essaye de les accompagner, que ce soit en collectif pour leur présenter les choses générales, comme individuellement, pour plutôt parler de... Quand je dis problème, c'est plus les problématiques perso qui les intéressent le plus. D'accord. Ouais. Et bien sûr, parler aussi en tête-à-tête de joueurs-joueuses, les problèmes qu'ils rencontrent et s'ils veulent parler de quelque chose où je pourrais peut-être les aider, quoi. Ouais, du coup, sur tout ça, je pense que c'est ultra clair et on comprend vraiment très bien. Ça m'amène une petite question un petit peu, on va dire, additionnelle là-dessus. C'est comment, enfin, quelle va être ta relation peut-être avec, quand tu es avec des équipes. Là, tu parles de la relation avec les joueurs et les joueuses. Mm. Est-ce que, et comment surtout, d'après toi, faut prendre en compte la relation avec l'encadrement, je dirais, euh, peut-être vraiment ceux qui sont, on va dire, plus coachs sportifs sur Ouais. la partie jeu, et peut-être avec, je sais pas moi, les managers généraux ou la direction des Ouais. équipes. Je comprends bien. Ouais, c'est une bonne question. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant et encore une fois assez complexe. Mais en fait, il faut se motiver, même si, bon, moi, vu que je suis passionné d'e-sport, c'est pas trop compliqué, mais Oui, il faut en discuter avec eux. Comme tu dis, le coach plus analyste e-sport, il faut aller discuter avec lui de ce qu'il met en place, quels objectifs il a, ce qu'il a ouais, remarqué chez certains joueurs, et qui est des liens de confiance qui se créent. Que, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup parlé du lien entre ma position, enfin le joueur, la joueuse et ma position, mais bien sûr qu'il y a un lien avec tout le staff aussi, et, euh, et qu'il faut forcément se renseigner sur tout ce que font les autres personnes du staff, connaître leur objectif à eux, perso, l'objectif de la structure, et faire, comment dire, c'est pas vraiment pondérer, mais faire un mélange de tout ça et oui. imaginer qu'est-ce que je dois leur apporter en priorité, en fait. Voilà, donc ça paraît très peu concret là, présenté comme ça, mais quand après on va le gérer en individuel, c'est beaucoup plus facile de voir ce que les gens attendent et d'anticiper un peu les problématiques. Ah bah oui, non, c'est sûr. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça amène cette idée que bah, il faut pas mettre de côté, voir si les objectifs stratégiques à la fois de la structure pardon, e-sportive et les objectifs des joueurs rentrent en conflit ou s'ils sont, on va dire, bah, au contraire, en cohérence. Et derrière, au sein de l'équipe et au sein des joueurs, prendre en compte ces différents objectifs qui peuvent varier, si je comprends bien, et Mm. derrière, adapter bah, le suivi que tu vas faire, on va dire. Voilà, c'est exactement. C'est de toute façon, euh, je pense que de tous les coachs, que ce soit analystes d'ailleurs, psychologues de la Ouais, performance, n'importe qui, nutritionniste, on tend vers
la personnalisation et au pixel près, j'ai envie de Oui. dire, à la personne. On essaye de coller à ses attentes et de comprendre aussi les blocages et peut-être aller forcer un peu sur ces blocages gentiment, parce que tout en s'adaptant à la personnalité du joueur ou de la joueuse, mais pour justement débloquer du potentiel qui était en fait inexploré à ce moment-là parce qu'il y avait un blocage sur certains points. Par exemple, un joueur ou une joueuse qui dort très mal, Ouais. il ne se rend pas compte à quel point il met un frein à ses performances en fait, et même à quel point ça peut impacter sa santé aussi. Donc voilà, c'est le travail, c'est d'abord de repérer dans les grandes lignes et d'avoir une ou deux problématiques principales. Et puis après, plus on se connaît, plus les discussions C'est ça. fusent et Ouais. on a d'autres projets avec les joueurs, joueuses, avec le staff. Et voilà, c'est sa vie, quoi. Ouais. Et du coup, ça permet de faire le lien avec les principales compétences à développer et à C'est déployer vrai. pour vraiment réaliser ce genre de mission-là. Déjà, de ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une certaine capacité d'adaptation de la part du coach de la performance e-sportive qui est nécessaire, Mm. et peut-être également un certain justement savoir-être vis-à-vis des joueurs et des joueuses. Donc est-ce que par rapport à ça, tu aurais, enfin je pense forcément d'autres choses à rajouter liées à ça, et quelques conseils à donner sur comment se former pour obtenir ces compétences-là? Bah, comme tu l'as dit, c'est hyper pertinent. En fait, la pluridisciplinarité, on en a parlé juste Ouais, avant, le fait de s'adapter continuellement. Bon, ça, après, c'est surtout dans la relation avec, c'est du relationnel. Et puis aussi, oui, c'est lié avec la pluridisciplinarité parce que quand un joueur vous pose une question sur la nutrition et que vous n'êtes pas du tout expert, il faut avoir l'envie d'aller chercher l'information. Et quand on ne connaît pas, il faut aller chercher tout seul quand on ne connaît pas ouais, c'est quelqu'un ça. qui est expert. Donc, il faut toujours avoir envie, même si ce n'est pas forcément le cœur de votre formation, d'aller chercher tout ça. Euh, Derrière, je pense que oui, quand je parlais du relationnel, mais dans la communication, il faut essayer d'être, comment dire, attrayant, j'ai envie de Oui, dire. Enfin, il faut chercher le point qui va faire chavirer le joueur ou la joueuse, quoi. d'accord, C'est oui, souvent ça va se passer sur un détail où il va comprendre. Et d'ailleurs, ça fait partie des tests. Ce que j'aime bien faire avec les joueurs et les joueuses, c'est leur dire, tiens, fais un jour où tu te couches très tard et t'as pas beaucoup dormi, fais un test de temps de réaction. ah Et oui, puis ouais, après, le même jour, à la même heure, mais quand tu auras bien dormi, refais ce test. Et souvent, ils se rendent compte, ils font ouais, mais j'avais l'impression d'être à fond la première fois quand j'avais pas dormi et j'avais 350 millisecondes de temps de réaction. Alors que là, quand j'ai bien dormi, je suis à 150, ouais. 180, c'est fou. Et des fois, c'est juste par des données comme ça qui vont avoir le déclic. Donc, ouais, il faut essayer d'être assez créatif que ce soit dans les visuels aussi, leur créer des Ouais. petits posters pour qu'ils se souviennent de certaines choses, que ça leur vienne vite et qu'ils n'aient pas à chercher parce que j'ai beaucoup de diapos, mais Oui, j'essaye oui, aussi de forcément. résumer en faisant un poster qui leur donne l'information, et puis voilà, sans trop d'explications. Ouais, donc Euh, il y a cette idée-là, tu me dis si je me trompe, mais il y a cette idée-là de personnaliser les différents supports que tu ouais, vas leur apporter, quoi. Il y a un petit peu de ça, quoi. ouais, bien sûr. Ouais. Donc oui, il faut personnaliser en fonction du joueur ou de la joueuse que vous avez en face de vous. Pareil pour le staff d'ailleurs, hein, la Ouais, communication, faut la faire en parallèle avec le staff. Et puis, bien sûr, avoir une certaine ouverture d'esprit parce que quand vous lisez, par exemple, si on part du côté de recherche, quand vous lisez beaucoup d'articles sur, par exemple, je ne sais pas moi, l'activité physique ou les étirements et leurs effets, ouais, et que vous avez 3 articles qui partent dans un sens,
5 dans l'autre. Et tout ça, il faut avoir un esprit critique assez aiguisé. Il faut savoir communiquer aux joueurs de manière appropriée en mettant un peu, pas des barrières, mais en disant qu'il faut relativiser les résultats. Peut-être que ça va fonctionner chez vous, peut-être pas chez un autre ou une autre. Voilà, c'est encore une fois, c'est de l'adaptation, mais oui, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, un esprit critique aussi assez aiguisé pour pas être perdu dans le flot d'informations. Et il m'arrive de me tromper aussi. Donc il faut savoir se remettre en question aussi. Et je pense que ça, c'est chez tout le monde et dans tous les métiers. Faut pas hésiter à dire qu'on s'est trompé et à se rattraper. C'est ça. Juste, voilà. Du coup, ça permet de faire le lien avec la question d'après, parce qu'au final, c'est un peu pareil dans la recherche. La recherche est toujours en constante, on va dire, progression. Donc les travaux d'aujourd'hui peuvent très bien être validés ou être contestés demain. Et donc forcément, là, sur l'esprit critique que tu disais, c'est intéressant de l'avoir pour éviter de tout prendre pour argent comptant et de se dire, c'est aussi une recherche en construction, d'où le fait d'avoir des différents courants qui peuvent s'affronter. Et donc par rapport à cette thématique-là, ça m'amène une question qui serait, pour toi, est-ce que tu serais capable d'identifier peut-être une principale réussite versus une principale difficulté dans ce métier-là, et en tout cas dans ton expérience? Et comment tu as pu expliquer et te servir de ces expériences-là? D'accord. Ouais. Alors, commençons par la difficulté plutôt. Ouais. Je pense que la principale difficulté, comme j'ai dit, c'est de donner le déclic aux joueurs et d'avoir des joueurs-joueuses qui sont pas du tout réceptifs à la démarche, en fait, et qui disent, faut avouer que c'est un public très jeune, oui. Et que à 18, 20, 22, 25 ans, on a l'impression qu'on va se remettre très vite et qu'on est jeune, il n'y a pas de souci, on ne va pas se faire mal en répétant des mouvements. Même si on est à 400, 500, 600 APM, tout ira bien, je peux jouer 9 heures par jour sans problème. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de leur ouvrir les yeux sur ça. Mais malheureusement, il y a des exemples de joueurs et de carrières qui se sont arrêtés. Ouais. Malheureusement et heureusement, du coup, parce que ça donne un peu des exemples pour dire, tu vois, oui, peut-être que tu peux devenir pro comme ça, mais dans 2 ans, tu n'as peut-être plus de carrière, tu n'as donc plus de club. Si tu t'es focalisé sur l'e-sport, qu'est-ce que tu vas faire après dans ta vie? Et ce sera des moments très compliqués à vivre en fait pour le joueur, et ça j'en ai pas envie de mon côté, et je pense que toutes les structures, la plupart des structures veulent l'éviter. Ouais. Et pour pallier à cette difficulté, comme j'ai pu te le dire, c'est utiliser des données, essayer de leur faire remarquer que si tu mets ça en place, tu remarques direct, pas forcément directement, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place sur le long terme, mais il y a certaines choses comme l'échauffement ou le temps de réaction suivant l'heure à laquelle vous allez le faire, le test de temps de réaction et tout ça, vous allez voir de grosses différences. Donc directement. Et ça, c'est comme ça qu'ils peuvent se dire, ah oui, en fait, cette personne, elle peut m'apporter quelque chose, quoi. Au moins sur ça. Et puis après, on met en place d'autres choses, et il y a la confiance qui s'instaure, et on peut aller encore plus loin, plus profondément dans la recherche de la performance et de la santé. Après, pour des succès en particulier, je pense que c'est des moments avec des joueurs où on se retrouve pour parler pendant une demi-heure à la base, et pour finir, on parle pendant 1h30, 2 heures avant un tournoi, et qu'on se rend compte qu'ils performent mieux, même si c'est assez aléatoire et qu'on ne peut pas dire que c'est grâce à ça, mais ça fait toujours plaisir quand les joueurs font un retour et disent c'était super, ça m'a beaucoup apporté. Ça compte. Enfin, en tout cas, même si
c'est pas notable dans les résultats, lui sent que ça lui a fait du bien et que ça lui a apporté quelque chose. Donc, même s'il ne termine pas sa carrière dans l'e-sport et qu'il fait autre chose, je suis sûr que ça lui servira plus tard, donc c'est tant mieux. Et par exemple, un joueur c'était la Lyon e-sport récemment sur TFT, donc sur Teamfight Tactics, de Nantes Sport, qui m'a dit que en ce moment, il avait des soucis de sommeil et qu'il voulait se recaler parce qu'il s'était vraiment décalé à mort avec du genre je me lève à 18h et voilà, je vis la nuit et tout ça. Et le problème, c'est que la Lyon e-sport, c'était pas les bons horaires pour lui en fait à ce moment-là. Et il m'a contacté 5 jours avant, 3, 4, 5 jours avant la Lyon e-sport, le premier draft, on va dire, les premières qualifications. Et je lui ai noté vite fait, j'ai travaillé un peu dessus, mais une dizaine de conseils sur comment vite se recaler, vu qu'il avait l'occasion de le faire. Et il a mis en place rien que 2 ou 3 de ces conseils qui lui semblaient faisables. Et il m'a dit que le premier jour, il ne s'était jamais senti aussi en forme. Il a réussi à se qualifier avec un très bon résultat parce que il était sur les... Alors je ne sais plus combien ils étaient, mais ils étaient 200 et quelques, je crois, de participants. Et lui, il faisait partie des 22 ou 20 premiers, quoi. Donc, on était très contents de ce résultat. Et lui en particulier. Donc, voilà, cette réussite, elle s'explique juste parce que... faut croire que la science a fait son affaire, quoi. Il y avait de bonnes informations et qu'on a réussi à trouver ce qui aurait pu lui aller. Et il faut noter aussi que lui, il a géré ça de manière intelligente et il n'a pas essayé de tout mettre en place. Il a choisi 2, 3 conseils dans le tas qui lui semblaient pertinents. Il les a mis en place et ça a été suffisant pour améliorer la qualité, la quantité de son sommeil et se recaler plutôt. Voilà. Recaler son cycle circadien. Du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que ta réponse fait le lien avec la question qu'il y avait ensuite là sur comment on met en balance la prise en compte de la santé des joueurs et versus leur volonté d'améliorer leur performance, quoi. Donc là, il y a vraiment un peu cette logique de déjà essayer de faire comprendre aux joueurs que certes, être performant c'est bien, mais être performant peut-être plus longtemps en affectant peut-être moins leur santé, c'est peut-être un peu mieux. Si je résume avec mes mots et comment j'ai compris. C'est totalement ça. Donc il y a un petit peu ça et derrière dans les solutions s'adapter beaucoup, être capable de montrer des chiffres, de faire des petits tests peut-être qui sont ponctuels et des expériences qui sont peut-être plus sur un long terme. Donc ce qui peut être intéressant là peut-être comme on arrive proche de la fin, ça fera le lien avec ce côté sensibilité à la recherche aussi que tu as déjà un petit peu évoqué. Est-ce que tu aurais des idées, alors je sais pas si tu veux les partager, mais un petit peu de protocole que toi t'aimerais vraiment mettre en place, peut-être sur des études qui durent plusieurs mois par exemple, ou des choses comme ça? J'ai mon petit carnet, mais je ne l'ai pas devant moi. Mais, oui, oui, évidemment. Mais genre, dans l'idée, moi, je pense que c'est pas un protocole, mais c'est une problématique qui doit être gérée dans le milieu pro. C'est la problématique du temps. Le joueur a l'impression de jamais avoir le temps, et c'est pour ça que il tryhard pendant 10-12 heures le ladder. Ça, c'était du côté pro, mais du côté recherche, moi, ce que j'aimerais bien investiguer, c'est les différents types de fatigue liés à l'e-sport, parce que on peut parler de fatigue aiguë après une séance, de fatigue chronique, parce que à force de s'entraîner et suivant l'emploi du temps et ce qu'on met en place comme entraînement, il peut y avoir une fatigue chronique qui s'installe plutôt. Et puis aussi la différence entre fatigue cognitive, la fatigue liée il y a la fatigue cognitive d'un côté, donc on va avoir du mal à résoudre les problèmes,
à gérer l'information, à réagir dans un temps imparti, assez court. Après, il y a la fatigue liée au stress et du coup plus burn-out et tout ça. Ouais. Et derrière, il y a la fatigue musculaire qui, je pense, risque d'être différente suivant la posture du joueur, la sensibilité de la souris, la manière de tenir son clavier, l'équipement qu'il a avec lui. Et du coup, est-ce qu'il met en place des pauses, des échauffements et tout ça. Donc, je pense qu'il y a des protocoles expérimentaux à mettre en place sur ces sujets-là. Ouais. Ah bah oui, non, ouais, très clairement, c'est des bonnes perspectives à analyser, quoi. Il y a encore, j'imagine, pas mal de choses à faire sur ces thématiques-là, quoi. Ouais. C'est sûr, on le voit même une étude récente qui est sortie de Seth Jenny et Joan Di Francisco Donoghue et leur équipe. Ouais. C'était entre guillemets aussi simple que 6 minutes de pause entre les parties. Entre les parties, ça doit être au bout de 2 heures, je crois, de jeu. Et oui, pendant lesquelles les joueurs vont marcher, ou sinon d'autres joueurs qui vont juste faire des pauses et même pas, ou jouer continuellement. Il faut que je regarde le protocole. Mais vous voyez, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le protocole est assez simple, mais ce qu'il en ressort est super intéressant. On remarque qu'ils résolvent mieux certains problèmes après la pause et après avoir marché, qu'il y a une meilleure vitesse de traitement de l'information et de meilleures fonctions, meilleure performance au niveau des fonctions exécutives et tout ça. Donc, même sur quelque chose de très simple comme une pause et marcher, on voit des améliorations. Donc, il y a vraiment plein de choses à aller explorer, c'est sûr. Ouais, bah du coup, ouais, c'est très clairement des idées intéressantes. Du coup, je me demande, là, comme on arrive vraiment à la fin de l'interview, qui nous fait déjà une bonne interview, hein, on est à 52 minutes, mais je pense que le sujet est intéressant. Est-ce que tu aurais un petit peu un mot de la fin ou quelque chose à dire, peut-être sur tes projets futurs, on va dire? Comment tu veux faire évoluer ça? Moi, dans l'idée, j'aimerais continuer d'accompagner les structures et les joueurs comme je le fais encore. Si j'ai l'occasion d'avoir une ouverture pour une thèse, je suis ouvert à cette possibilité. Et puis, comme dernier mot, ça va être un peu bateau, mais prenez soin de vous et rendez-vous compte que parfois, juste 5 minutes de pause, ça peut vous faire mieux jouer et vous éviter une blessure. Ouais, c'est un bon petit mot de la fin, hein, c'est sûr. Aussi, tu peux peut-être rajouter comment on peut te contacter, par exemple. Sur Twitter, préférentiellement, c'est @Antoine Dupuis accroché _ et il y a une majuscule à Antoine et à Dupuis, donc Dupuis UY. Et puis sinon il y a Discord, Intensity, donc c'est dièse je crois, hein, hashtag 5330 si je me trompe pas. Et voilà, c'est les deux préférentiels. Sinon, bien sûr, il y a l'email antoine.dupuis73000@gmail.com. Voilà. D'accord. Ce qu'on pourra faire, alors, comme c'est la sur le première site de la interview. REF, bien sûr, tout est noté, je crois, sur le site de la REF. Oui, ouais, déjà, c'est ce que j'allais dire. C'est sur le site de la REF, et puis je pense qu'il doit y avoir moyen, je sais pas si ça va arriver sur Twitch d'abord ou ensuite sur YouTube, de mettre une petite description et de rajouter tout ça. Voilà, je pense. Donc moi du coup je vais en profiter pour te remercier, c'était super intéressant, super sympa de faire cette première interview qui je pense va en appeler des prochaines dans les jours et dans les semaines à venir. Autant profiter de cette période un petit peu d'été quoi, tant que certaines personnes sont un peu libres. Et donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, c'était ça, et surtout, oui, si vous êtes intéressé par ce type de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner donc, aux différents réseaux sociaux de la REF.
Donc que ça soit la chaîne Twitch, là ici, RF eSport, la chaîne YouTube ou la chaîne Twitter. Et pareil, n'hésitez pas à venir consulter le site internet qu'on commence petit à petit à, on va À dire, à compléter. actualiser, quoi. Mm. Avec Marine qui nous aide pas mal aussi là-dessus. Voilà, bah, j'espère que le sujet vous aura plu et du coup, bah, je vous dis à une prochaine pour une prochaine interview. À Merci bientôt. à toi, Flo, et merci Ouais, à tout le monde d'avoir écouté. Et ouais. voilà, merci. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.